Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Tout d'abord, merci à tous d'être parmi nous ce matin, enfin toute cette journée. Nous allons commencer, je pense que tout le monde n'est pas encore arrivé. Lundi matin, il y a des personnes qui arrivent d'assez loin aussi, notamment de Suisse ou d'Italie, de Belgique et autres. Donc on a plusieurs personnes qui vont arriver peut-être un petit peu plus tard. Donc la chaire de cybersécurité et cyberdéfense vous propose aujourd'hui un colloque sur le thème de l'économie de la cybersécurité. Et ce colloque s'inscrit dans le prolongement de tous les colloques que nous avons organisés chaque année, ici d'ailleurs, dans ces mêmes locaux. Et ces colloques visent à traiter ou à introduire des problématiques qui nous semblent importantes, essentielles. Et donc la problématique de l'économie n'avait pas été traitée jusqu'ici par nous. Et en faisant quelques travaux de recherche sur qui avait pu travailler en France, notamment sur ces questions d'économie de la cybersécurité, on a pu se rendre compte qu'en fait, le sujet est assez peu abordé. Alors, il peut être abordé dans des cercles, je dirais, plus industriels. L'industrie, bien sûr, se préoccupe de ces problématiques-là. Quelle est l'économie de son secteur. Mais du point de vue académique et militaire même, je dirais, la problématique économique n'est pas traitée. Alors on pourra se poser la question, est-ce qu'il y a là un paradoxe, une question sur les raisons de l'absence du traitement de cette question-là, qui est malgré tout essentielle, je dirais, puisque l'économie et la cybersécurité entretiennent depuis plusieurs années, je dirais depuis plusieurs décennies, des relations très très étroites. Il suffit de lire simplement les textes, alors je dirais de stratégie ou de politique, ou les textes qui sont publiés par les industriels dans les années 90 déjà, pour voir que l'argument économique, que l'économie est au moins un des arguments centraux dès lors qu'il est question de cybersécurité, de cybermenaces, de cyberattaques ou autres. On nous dit depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies, que Internet, la société numérique, ont pour principal objectif de développer l'économie, de faire croître l'économie. Et parallèlement, on nous dit aussi, depuis ces années-là, que ce cyberespace-là, cet Internet, ces réseaux, sont soumis à des perturbations, à des attaques, à un niveau d'insécurité qui va sans cesse croissant. Donc là, on a bien sûr une relation immédiate, puisque cette économie qui devrait croître sur le fond du numérique se trouve mise en péril par des cybermenaces de diverses natures. Donc là, il y a un lien fort entre économie et sécurité. Et ce lien fort entre économie et sécurité, il ne cesse d'être répété, puisque quand on lit les stratégies nationales de cybersécurité qui sont publiées par de plus en plus d'États depuis plusieurs années, je dirais depuis essentiellement le 2010, ces stratégies nationales insistent sur cet argument économique et motivent et légitiment les politiques qui doivent être mises en œuvre en matière de sécurité par cet argument économique. Il faut protéger l'économie nationale, il faut défendre notre économie nationale, les acteurs et les secteurs industriels, et donc il faut assurer une cybersécurité. Alors bien sûr, ce colloque aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, c'est un colloque introductif. Ce n'est pas un colloque d'économistes pour économistes, pour autant que, d'ailleurs, l'économie n'est pas une question qui est propre et unique, qui doit uniquement mobiliser des économistes, bien sûr. Le sociologue s'intéresse à l'économie, le politiste s'intéresse à l'économie, l'historien s'intéresse à l'économie, chacun avec son angle et ses perspectives particulières, ses prismes de lecture, ses grilles de lecture. Et donc ici, nous allons essayer de multiplier les approches, de croiser les approches, puisque nous avons aujourd'hui des industriels qui vont intervenir, mais nous avons aussi des sociologues, criminologues, nous avons des informaticiens et autres. Donc on va essayer de croiser ces regards pour essayer de traiter de plusieurs questions. Alors, vous allez peut-être remarquer que notre colloque aujourd'hui est essentiellement structuré en deux parties. La matinée qui traite du secteur cybersécurité, qu'est-ce que l'industrie de la cybersécurité, comment est construite cette économie-là, quelles sont les règles et les rouages de cette économie, sur quoi elle s'appuie, quels sont ses arguments, ses légitimateurs, ses chiffres aussi. Et la deuxième partie, dans l'après-midi, traite de l'économie de la cybercriminalité. Alors, on pourrait me dire qu'on dérive un petit peu du thème central. De mon point de vue, pas du tout, puisque l'économie de la sécurité se construit, se fonde aussi en partie sur la lutte contre la cybercriminalité, et que cette cybercriminalité a développé une économie propre aussi.
Alors, il me semble intéressant de mettre en miroir ces deux types d'économies, ces deux approches-là, de voir si les règles sont, dans ces économies-là, totalement différentes, concurrentes, ou si, au contraire, on peut trouver des points d'approche qui se rapprochent, qui se complètent. Est-ce que, par exemple, le succès de l'une se nourrit de l'échec de l'autre, simplement? Et est-ce que l'économie croissante de la cybersécurité parvient à faire décroître l'économie de la cybercriminalité? Bon, on peut se poser tout un ensemble de questions sur le rapport qu'entretiennent, ou non d'ailleurs, ces deux types d'économies. Autre question qui me semble devoir être traitée et essentielle, constitue un des axes de réflexion de ce colloque, c'est celui de la définition de l'économie de la cybersécurité, parce qu'il ne suffit pas de dire on traite de l'économie de la cybersécurité. On a là deux thèmes clés aussi, deux mots-clés dans ce sujet-là. D'un côté l'économie, de l'autre côté la cybersécurité. Alors, comme quand on parle de l'économie de la cybercriminalité ou autre, il faudrait savoir qu'est-ce qu'on entend par cybersécurité, qu'est-ce que cette économie-là encadre, cadre, qui sont ses acteurs, qu'est-ce qu'elle vend, qui sont ses consommateurs, quelles sont ses perspectives, comment on crée de la valeur, comment sont segmentés les marchés, etc. Donc il y a beaucoup de questions, enfin de sujets qui doivent nous permettre d'y voir plus clair, de comprendre ce qu'est cette économie de la cybersécurité, ce secteur-là, ces secteurs-là d'ailleurs, il y a plusieurs secteurs à l'intérieur de cette économie-là, pour des personnes qui sont peut-être sans doute comme moi, pas des spécialistes forcément de l'économie et du secteur industriel de la cybersécurité. Autre problématique qui doit être un des fils conducteurs de nos réflexions, me semble-t-il, qui est celui non pas tellement du partenariat public-privé, mais je dirais plutôt des relations public-privé et de la pluralisation des acteurs. Pluralisation des acteurs de la sécurité, pluralisation des producteurs de sécurité, des consommateurs de sécurité et des offreurs de sécurité en matière cyber. L'État est un offreur et un consommateur de cybersécurité. Les entreprises sont des offreurs et des consommateurs aussi de cybersécurité. Alors comment ces acteurs-là agissent, interagissent et quels sont les effets de ces interactions sur le développement d'une économie de la cybersécurité? Par exemple, quand l'État légifère en matière de sécurité ou de cybersécurité, quel est son impact sur le secteur industriel, sur le commerce, sur le business? Est-ce que l'État régule? Est-ce que l'État a un impact, un poids fort sur le développement économique de ces secteurs-là industriels? Et enfin, et bien sûr de manière non exhaustive, un dernier point qui me semble essentiel, je dirais même capital et vital pour traiter de cette économie-là, est la question de la quantification, de la métrique, de la mesure, du chiffre. On ne peut pas parler bien sûr d'économie sans parler de chiffres, mais on ne peut pas parler non plus on ne peut pas faire de sociologie, ni de politique, ni de stratégie en matière de cybersécurité sans traiter de la question du chiffre. Ce chiffre-là est essentiel. Il y a de la production de chiffres, je ne dirais pas quotidienne, mais quasiment quotidienne, en matière de cybercriminalité, en matière de cybersécurité. On a des perspectives, on a des prédictions sur l'évolution des chiffres d'affaires en matière de cybersécurité. On a des perspectives et des analyses, des statistiques ou des prospectives sur ce qu'est la cybercriminalité, quel est le coût de la cybercriminalité, quels sont les coûts des cybermenaces. Et donc tous ces chiffres doivent être mis en miroir, être expliqués, analysés. Qui produit les chiffres? Que nous disent ces chiffres? Qu'est-ce qu'ils révèlent? À quoi servent-ils ces chiffres aussi? Comment on les instrumentalise? Et donc ça recoupe aussi la question de qui produit, parce que qui produit a forcément derrière aussi un objectif, sauf à être totalement neutre dans la production de son chiffre. Et je prendrai simplement quelques exemples pour montrer l'importance de l'analyse et de la compréhension du chiffre. Simplement en dire que ces chiffres-là, on a font des grands écarts en fonction des producteurs du chiffre. Là, j'ai quelques chiffres sur le marché de la cybersécurité, les chiffres d'affaires qui sont produits et prévus en matière de cybersécurité. Là, je vois des sources qui me disent qu'en 2016, le marché de la cybersécurité globale représente 80 à 90 milliards de dollars, avec des perspectives d'évolution en 2020 vers 140 milliards de dollars. D'autres sources me disent que l'on est déjà à 120 milliards aujourd'hui de chiffres pour atteindre 220 milliards en 2021. Donc on a des chiffres qui vont du simple au double. De la même matière, en termes de cybercriminalité, on a des chiffres qui varient de 1 à 4, voire de 1 à 10 parfois même. J'ai des chiffres sur le coût global de la cybercriminalité. Alors toujours pareil, qu'est-ce que ça mesure, ces coûts globaux qui nous disent qu'en 2019,
Le coût de la cybercriminalité représenterait 2 000 milliards de dollars. D'autres estimations vont à 6 000 milliards de dollars. Donc vous voyez qu'on fait le grand écart en fonction des sources, sans savoir en plus que recoupent ces chiffres. Voilà. Et donc quand on parle du coût de la cybercriminalité, est-ce qu'on englobe par exemple aussi les coûts qui sont induits pour les entreprises en cybersécurité? Donc à ce moment-là, on a deux chiffres qui peuvent se recroiser à un moment ou à un autre. Et donc sous ces croisements de chiffres, ces productions de chiffres me semblent très importants et doivent être analysés aujourd'hui. Voilà, donc on a plusieurs axes centraux de mon point de vue. Bien sûr, bien d'autres points vont être abordés. Alors juste un petite information pour commencer, avant de laisser la parole au panel ici. Le programme a dû être modifié de manière assez importante au cours des derniers jours. Donc, une première modification qui est déjà introduite au programme. Donc, un de nos interlocuteurs et partenaires néerlandais devait intervenir et n'a pu se joindre à nous pour des raisons de santé. Et une deuxième personne, qui est Cécile Doutrio, qui devait intervenir sur les aspects juridiques cet après-midi, ne peut pas être parmi nous non plus, pour des raisons familiales importantes. Donc le colloque finira 30 minutes plus tôt, a priori, que prévu. Voilà, mais comme on a toujours tendance aussi à déborder un petit peu sur le temps des questions-réponses, je pense que le timing sera assez juste. Voilà, donc je remercie aussi, bien sûr, tous les intervenants qui ont accepté de contribuer à cette journée. L'un de nos intervenants, M. Fabio Bisogni, ne parle pas du tout français, donc je vous invite dans la session des questions-réponses à poser vos questions en anglais et à échanger avec lui ensuite pendant les pauses en anglais. Et je remercie les personnes aussi qui ont accepté d'assurer la modération, à commencer par vous, M. Paget. Et je vous laisse la parole. Merci à vous. Très bien. Eh bien, donc nous allons démarrer cette première des deux sessions du matin. Donc ces deux sessions, comme on vient de vous le dire, elles ont pour but de nous préciser les indicateurs, les règles, l'organisation et l'évolution de l'économie de la cybersécurité. On parlera donc de cybercriminalité plutôt cet après-midi. Donc 3 intervenants vont se succéder. Je propose donc que les questions-réponses se fassent à la fin des trois interventions. Le premier de nos intervenants, c'est Jean-Marc Le Thor, qui témoignera de son expérience chez Thales. À lui comme aux autres, eh bien, je lui laisserai le soin de se présenter un petit peu plus en détail. Ensuite, nous aurons Pierre-Luc Réfalo de Capgemini Sogeti. Lui, eh bien, il essaiera de nous convaincre qu'il est possible d'optimiser, voire de réduire nos dépenses en cybersécurité tout en l'améliorant. Et enfin, venant d'Italie, Fabio Bisogni de la fondation Formit, eh bien, complétera le sujet précédent et il posera la question, et j'espère qu'il y répondra aussi, « Are you competitively cybersecure ?» Donc voilà, c'est tout un programme. Donc je vais maintenant laisser la parole au premier de nos intervenants. 25 minutes. Je ne serai pire que Monsieur Loyal, je serai Monsieur Couperé. C'est parfait. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, très rapide présentation. Donc, je m'appelle Jean-Marie Le Thor. Je dirige les activités stratégie et marketing de l'unité cybersécurité du groupe Thales. Donc, la question sur laquelle on va échanger ce matin, c'est cybersécurité et création de valeur économique, qui est un sujet assez large. Ce que j'ai tenté de préparer, de partager avec vous ce matin, c'est notre point de vue industriel sur ce qu'on va appeler déjà la création de valeur économique. Donc là, on est vraiment dans les fondements de création de valeur. Si je regarde d'un point de vue stratégique, c'est vraiment est-ce que ça va permettre de générer plus de valeur pour mon entreprise, pour mon actionnaire ou pour un marché. Ça, c'est la pure définition économique de la création de valeur. Mais on verra en échangeant qu'il y a à la fois de la création de valeur directe. Je génère une activité, je génère des emplois, je génère de la R&D, des compétences. Ça, c'est de la création de valeur directe. Il y a de la création de valeur indirecte par rebond, c'est-à-dire l'ensemble de l'écosystème qui va bénéficier de la cybersécurité. Et je donnerai quelques exemples. Et puis en dernière partie,
j'aimerais vous inviter à considérer la cybersécurité non pas comme un inducteur de création de valeur économique, mais plutôt ce qu'on appelle nous comme un inducteur de création de confiance. Et on verra que c'est plutôt la confiance qui va créer la valeur. Donc c'est réfléchir ensemble à comment repositionner la cybersécurité pour en fait englober une perspective plus large pour l'ensemble de l'économie. Et on verra que dans ce cas-là, la création de valeur est bien plus large. Voilà, en introduction. Alors, petit rappel, définition et périmètre. Historiquement, cybersécurité, ça veut dire sécurité des systèmes, de l'informatique. Donc, il y a 5-6 ans, qu'est-ce qu'on faisait? À commencer par chez nous, chez Thales, on travaillait sur la sécurité des systèmes d'information qu'on appelle systèmes d'information critiques, c'est-à-dire l'IT et l'IS des entreprises et des administrations. Et le périmètre était limité à ce domaine informatique. D'accord ? Et puis rapidement, on a été confronté à une extension du périmètre à sécuriser ou à cybersécuriser. L'extension, elle est de plus en plus forte depuis 2 ans et nous pensons qu'elle va être encore croissante dans les années à venir. Et on va passer d'un périmètre qui est purement informatique, IT, à un périmètre qui est plus large, qui est finalement, on dit la cybersécurité doit se concentrer sur l'ensemble des assets critiques des entreprises. Ça veut dire prendre en compte ce qui est le plus sensible. Aujourd'hui, ce qui est le plus sensible, c'est notamment le capital informationnel. Le capital informationnel, c'est l'ensemble des données sur lesquelles les grandes décisions des dirigeants, des entrepreneurs, des administrations reposent. On parle très fréquemment de big data, data analytics. Toutes ces décisions qui sont fondées non plus sur des intuitions mais sur des faits reposent sur l'ensemble des données qui vont être construites, collectées, transférées, analysées. Donc aujourd'hui, le sous-jacent des décisions, c'est bien les données. Et donc il revient à la cybersécurité de protéger vraiment cet asset très critique, c'est la protection des données. Donc on voit déjà qu'en termes de périmètre, j'élargis. Je passe des systèmes et des réseaux aux données. Et puis une troisième dimension qui est de plus en plus prégnante depuis quelques temps, c'est ce qu'on appelle OT, Operational Technologies. C'est les SCADA, c'est les systèmes de contrôle, command and control. C'est tout ce qui va être l'Internet des objets industriels. C'est ce sur quoi repose ce qu'on appelle l'industrie 4.0, les usines connectées qui vont travailler à l'optimisation des processus, l'optimisation des processus de contrôle et commande, de supply chain, ça c'est de l'OT. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que les technologies IT et les technologies OT sont finalement interloquées. C'est poreux ces deux domaines, d'accord ? Donc, si je dois sécuriser l'IT, comme l'IT rentre dans la technologie opérationnelle, il me faut aussi sécuriser les systèmes industriels. Sinon, je peux avoir des conséquences réelles sur les systèmes industriels, sur les chaînes de commande. Donc, on voit que finalement, le périmètre de la sécurité, il passe initialement d'un périmètre IT, informatique, à un périmètre qui est plus large, qui englobe les données et qui englobe aussi les systèmes industriels. Donc, la création de valeur, il ne faut pas la regarder seulement au niveau de l'IT, de l'informatique, il faut la regarder au niveau finalement de l'ensemble de l'industrie, parce que les conséquences peuvent être à la fois sur les prises de décision, sur les outils industriels, etc. Donc, le premier point à l'introduction, c'est se souvenir que, je l'ai résumé comme ça, l'extension du périmètre de la cybersécurité entraînera également une extension de la création de valeur économique. Donc, on est sur un périmètre qui est de plus en plus large. Donc, les conséquences positives ou négatives sont bien plus larges que juste sur l'informatique des entreprises. Alors, si on regarde maintenant, après cette introduction, si on regarde vraiment la création de valeur économique. Donc, si je me place d'un point de vue acteur industriel, que ce soit chez Thales ou l'ensemble des acteurs industriels, je pense que les indicateurs, les chiffres, comme disait Daniel, qu'on peut regarder, sont de 6 catégories. Et je vais les illustrer. Le premier, véritablement, le premier indicateur que tout le monde va regarder d'un point de vue économique, c'est la valeur créée, d'un point de vue sonnant et trébuchant. Quand on fait un plan stratégique, c'est toujours le ratio entre investissement et valeur créée. La stratégie, c'est
si j'ai X à investir, si j'ai 100 à investir, sur quel domaine, typiquement de la cybersécurité, je dois le positionner, je dois l'investir pour être sûr que, en sonnant et trébuchant, c'est-à-dire en free cash flow, en marge opérationnelle nette, je génère la plus grosse valeur. C'est ça la stratégie. Donc, on va regarder le chiffre d'affaires, les marges brutes, les marges nettes, les résultats opérationnels. Alors, les chiffres varient, mais ce qu'on voit, nous, depuis 5-6 ans, c'est qu'en moyenne, cette activité de cybersécurité est un business qui présente une croissance profitable. En croissance, on peut donner quelques chiffres. On est entre 12 et 15% de croissance de chiffre d'affaires par an, ce qui est, si vous comparez aux autres activités IT ou de services, est très élevé. Et profitable, c'est-à-dire avec des niveaux de marge qui sont en général relutifs, c'est-à-dire plus élevés que les marges qu'on a dans l'industrie informatique ou l'industrie des services professionnels. D'accord ? Plus l'investissement est technologique, plus la marge est élevée. Plus vous délivrez du service, alors on pourra en échanger avec mes collègues, nous pensons que plus la marge est modérée. Je vous donne un exemple. Si vous investissez dans un système de chiffrement des données dans le cloud, ces technologies-là, qui sont relativement nouvelles, naissantes, présentent des niveaux de rentabilité qui sont au-dessus de 20% de marge nette. C'est très, très profitable, c'est très pointu. Si vous délivrez des services d'IT security, c'est-à-dire de modification du système d'information, ça va plutôt être un travail de SS2I avec une grande dominante cybersécurité, on va plutôt se positionner autour des 8,5 à 12% de marge nette. Donc on voit que la rentabilité est bien là, mais va varier en fonction, on va dire, de l'avantage concurrentiel ou de la criticité de la technologie. Donc ça, c'est le premier point. Et aujourd'hui, l'ensemble des acteurs qui sont positionnés sur la cybersécurité présentent des croissances profitables. Deuxième point en termes de création de valeur économique directe, c'est les emplois. On sait facilement démontrer que c'est une industrie, c'est un écosystème qui génère un nombre significatif de créations d'emplois par an. Alors, je ne connais pas les chiffres du marché français, mais je peux vous donner les chiffres de Thales pour avoir le témoignage de nos sociétés. Donc, nous avons annoncé pour 2016 une création de 6 000 emplois dans le monde. Sur ces 6 000 emplois, il va y en avoir entre 2 000 et 2 500 en France. Et sur ces emplois créés en France, on va considérer qu'il y en aura à peu près 200 qui seront des purs experts en cybersécurité. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 10% de la création d'emplois du groupe Thales en France qui est liée à la cybersécurité. Et faire plus 10%, c'est-à-dire faire plus 200 personnes dans notre entité cybersécurité en France, ça correspond à faire plus 15% sur les objectifs. Donc c'est une activité qui, au sein d'un groupe industriel comme Thales, va générer plus 15% d'emplois, cadres, CDI, en une année. Et ça va être complété par des créations d'emplois dans le même secteur, dans nos grands pays européens. Donc on peut constater que c'est une activité qui est croissante, dynamique, et qui donc soutient aussi l'emploi par la création d'emplois, notamment auprès des plus jeunes. On va avoir des liens très forts avec les universités, avec des chaires, avec des programmes académiques spécifiques. On a aussi des programmes certifiants en interne. Donc, je pense que c'est un vecteur de création d'emplois et de création de valeur aussi pour les plus jeunes. Ça fait écho au troisième point, c'est que une fois qu'on a regardé le chiffre d'affaires, une fois qu'on a regardé les emplois, il y a aussi tout ce qui va être création de valeur plus intangible, c'est-à-dire compétences, nouvelles compétences, positionnement de l'industrie française et des grands leaders de l'industrie française, que ce soit des PME, que ce soit des grands groupes, que ce soit des startups, sur ce métier de la cybersécurité. C'est quelque chose qui est soutenu par les politiques en France, qui est quelque chose qui est soutenu aussi par les politiques en Europe. À titre d'exemple, on a travaillé pendant 1 an et demi avec la Commission européenne pour le commissaire Oettinger, qui appelle les industriels européens à réfléchir à l'émergence, à comment faire émerger plus rapidement des cyber-champions européens et comment on doit investir ensemble en Europe pour développer les compétences critiques
que l'Europe possède pour faire un contrepoids aux États-Unis ou à l'Asie. Donc on voit qu'il y a une prise en compte au niveau national, mais aussi au niveau européen pour fédérer un écosystème, fédérer une économie. Finalement, les technologies sur lesquelles la France et puis nos collègues européens sont très forts, on voit que typiquement en cryptage, en chiffrement, on est très bon. On n'a rien à envier à nos amis américains, israéliens ou asiatiques. Par contre, il est beaucoup plus dur aujourd'hui de faire émerger des vrais cyber-champions de taille critique en Europe qu'aux États-Unis, notamment parce que le marché est beaucoup plus fragmenté. D'accord ? Donc, l'investissement dans la R&D et le support, on va dire, politique, va permettre aussi de la création de valeur sur les technologies et les compétences. R&D, quelques chiffres pour illustrer le propos. Chaque année, nous investissons 20% du chiffre d'affaires du groupe Thales dans la R&D. Donc 20% de 14,5 milliards. C'est très significatif. On pense, et je crois que nos collègues et concurrents font la même chose, c'est que c'est un métier où on doit en permanence être au top de la technologie. Pour servir le marché, que ce soit français ou étranger, on doit avoir une proposition de valeur technologique très pointue. Donc ça passe par la R&D. Alors, je vous donne quelques exemples de sujets sur lesquels aujourd'hui on travaille. C'est des sujets qui commencent à se déployer. C'est tout ce qui est machine learning, tout ce qui est deep learning, qui va permettre de faire de la détection proactive, qui va permettre d'anticiper les menaces et non plus les subir. Ça va permettre de faire des gains de productivité, des gains technologiques, etc. Et ces domaines-là, on consacre une grande partie, on va dire un tiers de nos investissements en cybersécurité dessus. Donc, nouvelles compétences, nouveaux métiers, nouveaux recrutements, etc. Le quatrième vecteur de création de valeur économique directe, c'est finalement la capacité d'investissement industriel. J'ai généré du chiffre d'affaires qui a été profitable. Je réinvestis une partie de cette marge nette créée par l'activité venant du marché au bénéfice d'un investissement industriel. C'est-à-dire, par exemple, l'ouverture de capacités industrielles dans différents pays, que ce soit en France ou à l'étranger. Vous savez qu'il y a un des grands piliers de la cybersécurité qui est tout ce qui est supervision de sécurité. Ça s'illustre typiquement par des SOC, Security Operations Center, qui sont ces centres de supervision. Ces centres de supervision correspondent à des investissements que font les industriels qui sont assez notoires, qui se comptent en quelques millions d'euros. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont déployées sur l'ensemble du territoire. Alors en France, par exemple, on en a 2, mais on en a aussi un au UK, un aux Pays-Bas, un à Hong Kong, on va ouvrir un en Australie, etc. Donc, chaque fois qu'on réinvestit, ça correspond à la création de valeur, puisque ça va générer dans le pays une activité de production qui va être générée dans le pays. Donc, réinvestir ainsi permet, de développer les compétences en local et permet d'avoir de contribuer à la génération de PIB finalement pour le pays en local. Donc nous, on ne travaille pas depuis la France en mode export, on travaille en investissements locaux qui vont permettre des recrutements locaux et générer du business en local. Ça, c'est un investissement industriel, par exemple, de SOC pour la prévention. Si on regarde le cyberconsulting, qui est plus une activité de service professionnel, c'est pareil. Là, c'est un métier qui est un métier, on va dire, de conseil, où la proximité avec les clients et la proximité avec le marché et la connaissance locale des réglementations et des problématiques des clients est très importante. Donc, ça ne se base que sur le recrutement et le développement de compétences d'experts cyber en local, dans le pays. On ne va que très rarement faire intervenir des cyberconsultants français à Hong Kong. C'est un exemple extrême, mais c'est le cas. Ou au UK. On a des Anglais, ou on a des Chinois ou des Asiatiques. Donc ça encore, c'est un investissement d'un industriel en local pour générer de la valeur. Et le dernier point sur la création de valeur, finalement, c'est plus la résultante de la consolidation du marché. Si vous suivez
tout ce qui se fait en fusion et acquisition, le secteur de la cybersécurité est un des secteurs les plus dynamiques en fusion-acquisition. Et on peut regarder à la fois le nombre de transactions, c'est-à-dire le nombre de rachats ou de ventes de sociétés, que ce soit en France ou à l'étranger, et le multiple de valorisation. Le multiple, c'est le nombre de fois où vous payez le chiffre d'affaires de la société. En général, ce qu'on regarde, par exemple, c'est ce que j'ai appelé LTMR, c'est Last 12 Months Revenue Ratio. C'est-à-dire qu'on prend les 12 derniers mois de chiffre d'affaires et on va multiplier ce chiffre d'affaires annuel par un multiple qui va donner la valeur estimée de la société. C'est une des méthodes de valorisation. En général, je vous donne un exemple, si vous rachetez une société de conseil, une SS2I, en France, vous allez payer cette société entre 2, si c'est vraiment une très belle société, 2 fois le chiffre d'affaires, 2 fois les 12 derniers mois. Dans la cybersécurité, parce que c'est je pense, ça démontre, c'est parce que c'est une technologie du futur, les multiples ne sont pas 1 à 2, sont entre 5 et 11 fois. Vous pouvez payer jusqu'à 8, 10 fois et plus le chiffre d'affaires de la dernière année pour acquérir cette société, tout en sachant que cette activité ne sera pas forcément profitable le jour où vous l'achetez. Et ce n'est pas juste Thales qui parle, c'est les chiffres qui viennent des banquiers d'affaires, des avocats, c'est les multiples qui sont constatés sur le marché. Je pense que ça démontre 2 choses. Ça démontre, une première chose, c'est que l'ensemble des acteurs dans la cybersécurité font un pari sur la croissance profitable de ces startups, de ces sociétés. On est prêt à parier, à investir très fort parce qu'on pense que ça va générer plus de valeur à horizon 5-6 ans. Premier point. Et deuxième point, ça traduit aussi la redistribution de valeur. Parce que quand vous achetez une société avec de tels multiples et une telle valorisation, vous redistribuez une partie de la valeur que vous avez créée au profit, en général, de jeunes sociétés de start-up qui vont continuer leur développement. Donc, redistribution, réinvestissement dans le marché pour faire grandir cette économie et de la cybersécurité. Donc, je pense que finalement, l'indicateur de fusion-acquisition est assez intéressant pour voir la création de valeur dans l'écosystème. Pas que moi, société, mais dans l'écosystème. Je réinvestis pour faire grandir l'écosystème. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'était pour partager avec vous des exemples de ce qu'on peut considérer de la création de valeur directe. Mais finalement, si on reprend les chiffres que citait Daniel en introduction, on entend effectivement parler de volume d'affaires, de chiffres, de marché de la cybersécurité qui sont énormes, ou des estimations des dommages qui sont énormes. Je pense que ces chiffres sont gonflés parce qu'on regarde les dommages indirects, parce qu'on regarde en fait l'économie indirecte qui est liée à la cybersécurité. Et c'est ça que je veux démontrer là. Aujourd'hui, si on regarde la création de valeur indirecte, il faut se rappeler que la cybersécurité, elle est considérée très souvent comme une assurance multirisque. Quand on va présenter nos activités, nos solutions de cybersécurité, les clients, c'est les administrations, c'est les entreprises, que ce soit dans le marché civil ou défense, considèrent que, enfin en tout cas se posent encore la question, dois-je me protéger, dois-je souscrire à un programme de cybersécurité dans la perspective d'une attaque potentielle? Et c'est toujours cet équilibre entre le coût de la protection versus ce qu'on appelle nous le coût total de l'incident et la probabilité de réalisation. Et finalement, quand on regarde ça, si je souscris à un programme de cybersécurité, c'est pour éviter une destruction de valeur potentielle. Donc finalement, déployer la cybersécurité, là, pour moi, la valeur créée, c'est une valeur d'évitement. C'est-à-dire qu'en cybersécurisant l'entreprise ou l'administration, j'évite potentiellement la destruction de valeur qui serait liée à une attaque. Alors, quelques chiffres pour illustrer ça. Alors, j'ai repris des chiffres, on est
sur des chiffres un peu moins forts, mais c'était en 2014, c'est pas de moi, c'est de M. Guillou, qui était à l'époque président du SIX. Il disait le TCI, Total Cost of Incident, dans le monde, la valeur économique pillée par les cyberattaques en 2014, c'était 190 milliards de dollars. 190 milliards de dollars. Et ça, c'est que la valeur directe, les dommages directs. Alors, exemple de chiffres entre dommages directs et dommages indirects. Sony, qui a été attaqué il y a 1 an, a déclaré qu'ils avaient perdu 1,5 million de données de cartes bancaires. Les dommages directs ont été chiffrés à 150 millions de dollars. Mais les dommages indirects ont été estimés, parce que c'est ce qu'ils ont réclamé à leur assureur, à 1,3 milliard de dollars. Donc on n'est plus du tout sur la même ordre de grandeur. Et les dommages indirects, finalement, qu'est-ce que c'est? C'est la reconstruction et la sécurisation de leur système d'information. C'est la perte d'activité e-commerce le temps que leur site refonctionne. C'est les problèmes d'image et c'est toute la campagne de communication pour justement rétablir la confiance. D'accord ? Donc, qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Pour moi, la création de valeur indirecte, c'est si je suis cybersécurisé ou si Sony avait été cybersécurisé, alors peut-être qu'ils auraient évité ce montant d'1,3 milliard de dollars de dommages indirects. D'accord ? Donc, c'est bien une opportunité d'évitement de destruction de valeur. Et ça, je pense que c'est très important à prendre en compte. J'accélère un petit peu parce qu'on me fait signe qu'il reste 2 minutes. Du coup, en conclusion, je pense qu'il faut élargir le débat. Il faut considérer que la cybersécurité, il ne faut pas regarder ça sous l'angle création de valeur économique. Mais je pense qu'on pourrait regarder ça sous l'angle création de confiance. Alors, quel est le rationnel derrière? La confiance, pour moi, la cybersécurité crée la confiance. Et la confiance, c'est le vecteur de l'investissement. Si on n'a pas confiance dans l'économie, si on n'a pas confiance dans les technologies, on n'investit pas. D'accord ? Je vous donne un exemple très concret qu'on voit au quotidien aujourd'hui. C'est l'ensemble des entreprises qui veulent aller dans les programmes de transformation digitale, transformation numérique. C'est à peu près 1/3 des entreprises en France. Qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent bénéficier du cloud, de tout ce qui est mobilité, du big data, d'analytics, des plateformes collaboratives. Et elles savent très bien qu'en passant sur cette nouvelle technologie, elles vont gagner en productivité, en agilité, en expérience client, en offre. Donc tout ça, c'est bénéfique. Mais certaines de ces entreprises, si on prend par exemple les OIV, opérateurs d'importance vitale, savent très bien qu'elles, ou en tout cas ont cette conscience qu'elles pourraient être exposées à des nouvelles vulnérabilités. Si je passe sur le cloud, est-ce que mes données, mes applications vont être exposées à des nouvelles vulnérabilités, des cyberattaques potentielles? Donc, si je n'ai pas confiance dans la technologie, je ne vais pas faire le saut, je ne vais pas investir. Si je ne vais pas investir, je ne vais pas générer de valeur. Donc pour moi, la cybersécurité, il faut la positionner plus comme un inducteur de confiance. Je crée la confiance qui va permettre de libérer l'investissement et libérer la croissance. Donc ça veut dire changer de positionnement, c'est repositionner la cybersécurité comme un attribut, un avantage concurrentiel des différents produits, différentes solutions qui seront cybersécurisés nativement. Et je finirai là-dessus. 3 idées qu'on a vues. Donc création de valeur directe, oui. Évitement de destruction de valeur, oui, et bien plus significatif que la création de valeur directe dans l'économie de l'industriel. Et finalement, je pense qu'il faut voir la cybersécurité comme un inducteur de confiance dans les nouvelles technologies pour soutenir ce fameux développement économique qui est beaucoup plus global, qui est beaucoup plus sociétal. Voilà, je vous remercie.